messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Nous sommes le lundi 11 avril. 4 pages faisant état de la situation financière de la région Guadeloupe, c'est le document que les médias ont reçu très tôt ce matin. Une fois de plus, le président du conseil régional, Harry Chalus, tire à boulet rouge sur la gestion de son prédécesseur. Après le débat du mois dernier sur les orientations budgétaires, c'est demain que la région Guadeloupe doit adopter en séance plénière son budget primitif pour cette année. 24 heures avant la tenue de cette réunion, le président de région a donc voulu annoncer la couleur sur la situation financière de la collectivité. Les précisions de Jacques Damprobe. Harry Chalus ne cesse de le dire, la situation financière de la région Guadeloupe est catastrophique. Pour l'exécutif, c'est la conséquence de la gestion désastreuse de son prédécesseur, qualifié de prestidigitateur et de bien piètre gestionnaire. Et cette fois, le nouvel homme fort de la collectivité majeure donne des chiffres qui émanent de sa direction financière. Plus de 48 millions de factures en instance de liquidation, 30 millions d'aides à l'habitat non financées, autant d'aides non versées aux étudiants. Ou encore près de 300 millions d'annonces de travaux sans recettes afférentes. À cela s'ajoute l'emprunt de 115 millions contracté l'an dernier par la région et qui porte de 3 à 5 ans sa capacité de désendettement. Harry Chalus évalue à 311 millions l'encours de la dette de la région. Le président considère que la collectivité est plombée pour la mandature en cours, c'est dire si l'équipe Chalus aura du pain sur la planche. L'exécutif régional accuse son prédécesseur d'avoir manqué aux règles les plus élémentaires de la gestion publique. Harry Chalus se demande d'ailleurs si la gestion de Victorin Lurel ne relèverait pas de la Cour de discipline budgétaire et financière. Une procédure qui concerne rarement les élus en charge de collectivités territoriales. Les funérailles du maire de Morne-à-l'Eau, Jean-Claude Lombion, se poursuivent aujourd'hui. Un cortège partira cet après-midi à 15h devant le canal des Retours avant de prendre la direction de la place Gerty-Archimède. Une cérémonie religieuse se tiendra en fin d'après-midi. Hier, la population de Morne-à-l'Eau a pu prendre part à une veillée où une chapelle ardente avait été installée. Muriel Barlagne. Un geste symbolique pour un dernier salut. Parents, élus, collègues, amis, mais aussi des anonymes, ils sont venus nombreux à la veillée organisée pour Jean-Claude Lombion sur la place Gerty-Archimède. Une fois n'est pas coutume, elle a commencé dès 15h. Une réunion populaire à la hauteur de cette personnalité publique qui a porté de multiples casquettes. Nous avons aujourd'hui le devoir de lui offrir une veillée populaire en tant que maire faisant fonction. Alors évidemment pour cela, la ville s'est fait aider par les responsables de ce département, la préfecture, les collectivités majeures très certainement, et particulièrement au niveau de la commune, de la ville. Certains ont écrit un mot de soutien à la famille, d'autres, comme Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe, ont fait le déplacement pour présenter leurs condoléances directement. Nombreux se disent surpris par ce départ survenu trop rapidement. Je ne m'attendais pas, je savais que c'était un homme malade. Mais c'est dur pour Morne-à-l'Eau, c'est dur pour les administrés, c'est dur pour les élus. Ça a été un choc énorme. C'est notre président fondateur. Il a fondé le MPM en 2007. Et depuis, nous sommes ensemble, je chemine avec lui. Je l'ai accompagné. Et bon, j'espérais qu'on aurait pu encore continuer plus longtemps et plus loin. C'est un voisin et c'est un parent. En plus, sa tante s'est mariée à mon oncle qui est décédé. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici présent. C'est une façon de soutenir la famille et les proches. Les proches du maire, les proches des parents, les proches des amis aussi, quoi. Il a été mon professeur d'anglais au lycée Faustin Fléret. C'est quelqu'un que je garde un très très bon souvenir, quelqu'un de très droit, qui m'a appris de belles notions et que c'est quelqu'un quand même que j'ai eu plaisir à connaître. Témoignages, prestations artistiques, échanges, plusieurs temps forts étaient au programme de cette veillée pas comme les autres, celle d'un homme qui aura marqué Morne-à-l'Eau de son empreinte.
Et on reparle de la région Guadeloupe qui se réunit cette semaine à l'espace régional du Rézé pour la mise à jour du tarif d'octroi de mer. En début d'année, l'Assemblée plénière avait pris la décision de maintenir le tarif jusqu'à l'organisation d'une large concertation. Ce matin, l'ensemble des acteurs devaient être présents, même si certains manquaient à l'appel. Le reportage de Muriel Barlagne. L'ensemble des acteurs concernés par l'octroi de mer était attendu à cette assemblée plénière du Conseil régional, prévue à l'espace régional du Rézé. Mais peu se sont présentés. Il s'agissait pourtant de jeter les bases des concertations prévues dans le courant de la semaine. Le but, c'est que d'ici le 15 juin, que nous puissions mettre en place cette nouvelle tarification, cette nouvelle grille qui va déterminer donc, le paiement de l'octroi de mer. Et pour cela, nous mettrons en place 3 ateliers. Un atelier qui concerne uniquement les produits, tout ce qui est agro-transformation alimentaire, un autre sur tout ce qui est industriel et sur les autres secteurs. Là, cette semaine, ces 3 ateliers se mettront en place avec les échanges, les contributions orales. Ensuite, il y aura des contributions écrites puisque nous allons adresser un courrier aux différents acteurs économiques de manière à permettre une restitution, une première restitution vendredi et une autre aux environs donc, du 5 mai pour aboutir, comme prévu au mois de juin, à la nouvelle grille de tarification. Un bilan quantitatif du dispositif d'octroi de mer de 2004 à 2014 a été présenté. 245 millions d'octrois de mer par an ont été collectés durant cette période. Un tiers ont été reversés à la région, le reste aux collectivités. De quoi faire fonctionner les communes, mais pas de quoi investir. Le défi est de trouver des tarifs qui permettent à la fois aux ménages, aux collectivités et aux entreprises de tirer leur épingle du jeu. C'est très bien qu'on soit là tous ensemble à pouvoir échanger sur le sujet et en fait en fin de semaine j'espère qu'il y aura en fait un peu une unanimité sur un projet de tarification sur l'ensemble des produits que la population consomme aujourd'hui, aussi bien ceux de l'importation et ceux que nous fabriquons tous les jours. Cette réunion a aussi été l'occasion de présenter le nouveau cadre réglementaire européen et national qui régit l'octroi de mer. Valable jusqu'en 2020, il modifie la liste des produits locaux soumis à une exonération. Des informations dont il faudra aussi tenir compte pour mettre en place une nouvelle grille tarifaire. Le bilan des homicides s'est alourdi ce week-end. Samedi soir, un jeune Guadeloupéen a reçu plusieurs coups de couteau mortels dans une résidence à Goyave. L'auteur présumé des faits a été placé en garde à vue. Il s'agit du 11e homicide depuis le début de l'année dans notre département. Et c'est donc dans ce contexte qu'une marche pour la fraternité avait lieu hier matin à Saint-François. Adultes mais aussi enfants ont marché contre la violence devant la caméra de Karine Gielman. La fraternité mise en avant à Saint-François pour en finir avec la violence. Les initiatives citoyennes se succèdent pour contrer un phénomène de plus en plus présent en Guadeloupe. Une marche était prévue depuis longtemps. Et puis les événements en Guadeloupe ont accéléré et aussi dans le monde. Donc sur un sursaut avec des amis et les associations, nous avons décidé de monter quelque chose pour pouvoir essayer de trouver des solutions, mais du moins déjà pour en réfléchir. Parce que ça ne va plus, c'est pas possible, c'est insoutenable. On ne peut pas accepter et voir des amis, des parents se dire n'importe quoi, s'entretuer, non, c'est pas possible. L'heure est à la réflexion, mais réfléchir pour agir. Il y a déjà beaucoup d'initiatives, mais il faut qu'il y ait encore plus d'initiatives. La seule différence qu'il y a dans ces initiatives-là, nous concernant, c'est qu'on a plus mis l'accent sur la fraternité. D'accord ? Il est important qu'on réapprenne le bien vivre ensemble. C'est une action citoyenne et il faut y aller avec beaucoup d'humilité. On sait très bien qu'on n'a pas toutes les solutions, mais on en a quelques-unes. Le problème, c'est qu'il y a celles qui sont émises et puis il y a celles qui sont reçues. Comment elles sont reçues ? Que font les familles des propositions que nous faisons ? Dans tous les cas, aujourd'hui, en ce dimanche, il fallait faire quelque chose. Et donc, c'est peut-être pas grand-chose au regard de certains, de ceux qui ne viendront pas ou qui diront une marche de plus. Mais c'est un moyen, c'est un outil. C'est un outil de convergence, c'est un outil de fraternité, c'est un outil pour la paix, c'est un outil qui peut permettre d'éviter quelques mauvais réflexes
à travers la poésie, à travers la culture, à travers la connaissance, à travers le respect de l'autre. En attendant, les jeunes générations, elles, semblent déterminées et n'entendent pas se contenter d'un monde régi par la violence. C'est pour défendre notre point de vue sur la violence, pour dire que la violence ne résout pas tout, mais si on parle, on se pose, je pense que c'est mieux que la violence. On l'a fait au moins pour que la paix soit préservée dans le monde entier. Il fallait, si nous ne voulions pas encourager le mal, nous abstenir de toute violence. Une marche sous le signe des grands hommes, Mahatma Gandhi ou encore Martin Luther King, dont les actions ont été des temps forts de discussion lors de cette marche. Un portrait à présent, celui d'une chanteuse guadeloupéenne qui compte bien conquérir le monde avec sa marque de bijoux et d'accessoires de mode. Lady Sweetie a créé il y a 5 ans la marque Fête à Case, une marque qui commence à faire parler d'elle au niveau international. Muriel Barlagne l'a rencontrée. On connaissait Lady Sweetie, la chanteuse. Et maintenant, on découvre ses talents de créatrice d'accessoires de mode. Pochettes, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, headbands, plastrons, manchons. La chanteuse customise aussi des robes et des chaussures à la demande et elle transforme des chapeaux. Une aventure qui a commencé en 2011, un peu par hasard. Ça a commencé par les meubles. Donc je faisais des meubles en carton et en fait qui me prenaient énormément de temps et puis des fois c'est un peu lourd. Et avec les chutes de carton, donc je me disais je peux pas jeter ces chutes, qu'est-ce que je peux faire avec ? Et j'avais trouvé des chutes qui avaient des formes un peu rigolotes. Donc j'ai décidé d'en faire une boucle d'oreille. Je suis sortie avec. J'ai des copines qui m'ont dit « Oh, c'est génial, j'aurais bien aimé que tu m'en fasses une ». Donc de copine en copine, de famille en famille, voilà, j'en suis arrivée là. Depuis, Lady Sweetie continue de créer à partir de matériaux recyclés. Chutes de cuir et de simili-cuir, toiles de jute, des objets de tous les jours auxquels elle donne une seconde vie. Elle utilise aussi des matériaux que l'on trouve dans la nature. Pour les harmonies de couleurs, elle a choisi de travailler à partir d'un tissu spécifique qu'elle achète à Paris ou en Afrique, le wax. Produite chez elle, dans son atelier, chaque pièce est unique. Le fait maison a donné naissance à la marque Fête à Case. L'esprit de la marque, c'est vraiment éco-responsable, parce que j'aime ma Guadeloupe, donc essayer de prendre des produits dits déchets, entre guillemets, et les transformer en quelque chose de beau. Donc voilà, j'essaie vraiment de rentrer dans une démarche éco-responsable et ethnique chic, c'est-à-dire que j'essaie vraiment aussi, par mes voyages en Afrique, je suis tombée amoureuse de ce continent et j'ai essayé, sans prétention, de créer un pont entre l'Afrique et les Antilles. Parce que je trouve que c'est des couleurs qui nous vont. Le wax, c'est un tissu avec des couleurs très chatoyantes, très chaleureuses. Et je trouve que ça va à nos peaux, quoi, quelque part. Donc ça nous met vraiment en valeur et en beauté. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez de wax. Donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas commencer, quoi. La marque de Lady Sweetie fait son petit bonhomme de chemin grâce aux bouches à oreille, la participation à des salons et une page Facebook. Malgré une concurrence grandissante, la créatrice est surprise de l'accueil positif réservé à ses produits au niveau local, mais aussi à l'international. En juin, elle a été sollicitée pour l'organisation d'une vente privée à New York et elle est invitée au Style Week Jamaica en mai prochain. Une Fashion Week pour laquelle elle a déjà dessiné 12 tenues complètes, robes comprises. Lady Sweetie est à la recherche de sponsors pour y participer. Elle peut être contactée au numéro qui s'affiche. Et on lui souhaite bien sûr beaucoup de réussite. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous parlerons économie avec le secteur de la banane en plein boom sur l'île de la Dominique. Il sera également question d'un nouveau service d'enseignement en ligne en Haïti. Mais tout de suite, direction la Barbade. Voici l'actualité Caraïbe. Barbade, hôtel en solde. La Chambre de commerce de Barbade a informé que plusieurs propriétaires d'hôtels, aujourd'hui fermés, ont largement baissé leur prix de vente pour tenter de trouver rapidement un repreneur. Il s'agit notamment du Silver Sands, hôtel de 120 chambres proposé sur le marché à 46 millions de dollars. Il est aujourd'hui en vente pour 30 millions de dollars. Le Caribbean Hotel de 55 chambres à l'origine
proposé pour 22 millions de dollars est tombé à 14 millions. Quant au Tropical Escape Hotel, il a d'abord été estimé à 20 millions pour être aujourd'hui en vente pour 14 millions de dollars. La Barbade a perdu plus de 400 chambres depuis 2013. Cette diminution de l'offre en chambres s'explique par la montée en gamme de la destination dans son ensemble. Les petites unités de moyenne gamme ne pouvant pas suivre le niveau de produits et de services attendus par la clientèle ont été progressivement retirées du marché, les poussant à fermer faute de clientèle. Cependant, la durée des séjours s'allonge à Barbade et peut attirer une clientèle plus intéressée par les petites unités familiales et moins onéreuses, de quoi trouver repreneur pour les hôtels encore fermés. Haïti, une plateforme d'enseignement en ligne, la TES, la technologie hybride pour l'éducation, la science et le savoir, est une toute nouvelle plateforme d'enseignement en ligne Made in Haïti. Soutenue par l'ambassade de France en Haïti, TES est une plateforme qui intègre de multiples services. Outre l'enseignement en ligne, elle propose un outil pour la gouvernance universitaire, la gestion pédagogique et des liens collaboratifs comme un forum et un chat. Développée par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, cette plateforme est ouverte à toutes les universités, membres de la conférence des recteurs et des présidents d'universités d'Haïti. Son objectif est d'accroître la capacité d'emploi des jeunes en leur facilitant l'accès à l'enseignement universitaire. Les apprenants, qu'ils soient étudiants ou professionnels, pourront ainsi suivre leurs études en ligne grâce à un kit étudiant qui comprend une tablette numérique, une connexion internet et un abonnement à la bibliothèque numérique Cyberlibris. Dominique, boom de la banane. Le secteur de la banane à la Dominique est en plein boom, c'est le ministère de l'Agriculture, Johnson Drigo, qui l'informe. Lors d'une interview à la presse, le ministre a précisé que l'intervention rapide du gouvernement pour stopper la propagation de la cercosporiose noire a payé. Il rappelle que la Dominique avait pratiquement cessé d'exporter ses bananes après que la cercosporiose noire s'était largement propagée dans les champs, impactant fortement l'industrie bananière. Plusieurs mesures d'accompagnement et des programmes de financement ont été rapidement mises en place par le gouvernement, ce qui a permis de planter plus de 5000 plantules fraîches. Aujourd'hui, le secteur de la banane repart et l'exportation est à nouveau possible. Les prévisions de récolte tablent sur 962 tonnes, ce qui est très encourageant pour ce secteur qui a été sinistré. On en vient à l'actualité sportive. Clap de fin pour l'édition 2016 de l'Open de tennis de Guadeloupe. Victoire de la tête de série numéro 3, le Tunisien Malek Jaziri. Il s'est imposé hier en 2-7 face à l'Américain Kozlov. En double, victoire de la paire Seretani Van Der Duim. Clap de fin également pour les 6 jours du Crédit Agricole. La 6e et dernière manche de cette course cycliste a vu la victoire à Petit Pérou aux Abîmes de José Chacón hier. José Chacón de l'ASBM. Le Vénézuélien a d'ailleurs fait coup double puisqu'il s'octroie aussi la première place au classement général. Et on va rester sur le bitume avec la deuxième course auto de la saison 2016 de Guadeloupe. C'était hier avec la course de côte de Borromée. 15 pilotes engagés. C'est Pierre Nègre sur sa Ford Escort qui s'est adjugé la première place. Résumé de cette deuxième course avec Éric Pommier. Le manque de puissance a fait défaut à Borromée à notre pilote Alizé du JM Sport. Jean-Michel Pouvin voulait rééditer son exploit de café hier, remporter le groupe F2000 mais en vain, malgré une grande générosité dans le pilotage. Il a fallu vraiment se cracher dans les mains. Ils ont vraiment monté une belle bagnole. La 207 a été vraiment au-dessus aujourd'hui. Oui. Mais contrairement à Café hier, je suis vraiment content de moi. J'ai tout donné. Je suis 3e du groupe, mais je suis vraiment content parce que là, j'ai tout donné et on était à 100%. Ah ouais. Sur sa route, Jean-Michel a trouvé bien plus fort mécaniquement Nicolas Loubert, exceptionnellement double monte sur une virulente 207. Nicolas a profité de cette belle occasion de piloter une vraie auto de course pour se surpasser et mettre les points sur les i pour le compte du groupe F2000. Oui, ça a été, à ma grande surprise, on prend le F2000 et on fait de super temps. Donc c'était déjà apprendre la voiture, découvrir une autre voiture que la Clio européenne et ça a été une super journée. En allant chercher encore plus puissant dans la catégorie des ténors,
avec Pierre Nègre cette fois sur son escorte, Franz Pradel sur sa Mégane et Edmond Bicky sur la 306. Il fallait attendre la dernière montée de classement pour être fixé sur le vainqueur officiel de cette nouvelle édition. Pierre Nègre avait déjà affiché la couleur dès les montées d'essai. En fin de journée, il confirmait sa grande forme sur une escorte qui n'a plus de secret pour lui. J'étais venu pour essayer ma voiture et là j'ai pu réaliser pas mal de réglages et en même temps gagner quoi. Franz Pradel dans la bataille Kit-Car, opposé à son éternel rival Bicky, a attendu la dernière montée pour souffler la deuxième marche du podium. Et Edmond Bicky a dû se cracher dans les mains pour rivaliser. Avantage au final à Franz Pradel. C'était très difficile entre nous parce que entre moi, Franz et Pierre Nègre, ça a joué entre des centièmes de seconde. Hein. Je pense que la dernière, on tourne les 3 en 55. Alors, ça veut dire que la course n'était pas si facile. Pierre Nègre, Franz Pradel, Edmond Bicky pour le podium final de cette course de Côte-de-Bourromée 2016. Des pilotes que l'on reverra en mai, accompagnés de leurs copilotes pour le premier rallye de la saison, les 7 et 8 mai précisément pour la Ronde de Jarry, deuxième édition. Et on va quitter le bitume pour prendre la direction de l'Atlantique avec la Transat AG2R après 8 jours de course. Les premiers skippers sont actuellement au large de la Mauritanie. C'est le bateau Cuisine Ixina qui fait pour l'instant la course en tête. Du côté de nos équipages guadeloupéens, au dernier pointage, les Saintes avec Arthur Pratt et Nicolas Thomas est 10e. Marie-Galante et Guadeloupe perdent chacun une place et sont respectivement 12e et 13e. On rappelle que Skipper Massif a dû abandonner hier. En football, fin ce week-end de la 22e journée de DH. Parmi les résultats, le CSM l'emportait 1-0 face à l'Amical Club de Marie-Galante. Victoire aussi de la Gauloise, 1-0 contre le club amical de Marquisa. À retenir aussi le match nul 1-1 entre l'USR et le Phare de Petit Canal. L'US Sainte-Rose qui a 10 points d'avance mais qui ne peut pas encore être mathématiquement champion. Info pratique à présent, comme chaque jour dans cette édition, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Tôt ce matin, une casse sur le réseau s'est produite dans le secteur de Vonche à Bémao. Des perturbations, voire des manques d'eau se font ressentir. Tout devrait rentrer dans l'ordre en début d'après-midi. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur la couleur du ciel cet après-midi. Vous le voyez, ce sera un ciel assez voilé avec des averses attendues, notamment dans la région de Grande-Terre. Les températures, elles, seront comprises entre 27 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique Innovation suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.